Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo en ce qui concerne la génétique des fourmis et je vais me focaliser sur les trois axes suivants. Le système chromosomique de détermination du sexe, la reproduction asexuée par la voie de parthénogenèse et finalement la contribution de l'épigénétique dans les interactions sociales. Commençons avec le système de détermination chromosomique du sexe. Chez les fourmis, le sexe ne dépend pas des chromosomes X et Y. Il dépend plutôt de l'aplodiploïde. C'est-à-dire les mâles sont des haploïdes à n numéro de chromosomes. C'est-à-dire les mâles sont issus des ovules non fécondés et les ovules sont le résultat de la méiose. On peut dire que les mâles sont issus d'une méiose qui est modifiée. Les femelles sont des diploïdes à 2n nombre de chromosomes issus des ovules fécondés. Les femelles sont des diploïdes qui sont issus de la fécondation, c'est-à-dire la fusion d'un gamète mâle, un spermatozoïde, avec un gamète femelle qui est l'ovule. Du point de vue similarité ou similitude génétique, il existe une similarité génétique de 75% entre les fourmis sœurs. Comme je viens de dire, les femelles sont des diploïdes et on sait que les diploïdes reçoivent 50% de matériel génétique de leur père et 50% de génome de la partie maternelle. Et puisque les femelles héritent 50% de leur mère et 50% de leur père, ça peut générer une similitude génétique de 75%, car le père, par exemple, il contribue avec un pourcentage de 50%, puisque le père, c'est un haploïde qui va transmettre 100% de son génome, puisqu'il possède une seule copie. Et comme on vient de dire que les femelles sont des diploïdes, donc ils héritent 50% de leur père et 50% de leur mère. Du point de vue de la partie héritée ou bien du génome hérité du père, les sœurs sont 100% identiques. Mais si on observe ou bien on analyse la garniture génomique entière, on va voir que le père contribue seulement par 50% de son génome. La moitié qui reste, elle est contribuée par la mère. Et on sait que les mères, ils sont des diploïdes. Donc, ils possèdent deux versions ou bien deux allèles pour les différents gènes étudiés ou bien pour le génome. Donc, ils possèdent deux génomes. Ces deux génomes peuvent être hérités de manière aléatoire et par conséquent, les mères contribuent ils contribuent avec une proportion de 25%. Donc, si on fait la somme des contributions, on va avoir une contribution de 50%
assurée par le père et une contribution de 25% assurée par la mère. Donc, ce qui explique la similarité génétique de 75% entre les fourmis sœurs. Pour les fourmis frères, il y a une similarité de 50%, puisque les frères ils sont des mâles qui sont issus d'une méiose modifiée, c'est-à-dire ils sont formés sans fécondation. Donc, puisqu'ils sont formés sans fécondation, c'est-à-dire que la mère va se reproduire asexuellement et donner des mâles. Et puisque la mère est diploïde, il peut contribuer il va contribuer avec une probabilité de 50%. C'est-à-dire que les mâles ils peuvent hériter l'un des deux copies de la mère. Donc, on va passer à la slide suivante. Donc ici, on va développer le concept de la reproduction asexuée par la voie de parthénogenèse. La parthénogenèse, en bref, c'est la reproduction à partir d'un ovule non fécondé. Il y en a plusieurs types. Il y en a l'arénotokie, qui est le phénomène où les ovules non fécondés vont donner des mâles à un nombre de chromosomes. C'est le cas classique de l'aplodiploïdie. Le deuxième mécanisme ou bien type de reproduction asexuée par parthénogenèse, c'est la télotokie. Ce sont des ovules non fécondés qui peuvent donner des femelles. Donc, on peut même générer des femelles par reproduction asexuée. La télétokie implique deux mécanismes. L'automixie, c'est-à-dire c'est la fusion de deux noyaux qui aboutit à un quasi-clone. Ces deux noyaux, ce sont le résultat de la méiose. Le premier noyau, c'est le noyau de l'ovule. Et le deuxième noyau, c'est un produit de la méiose. C'est un produit secondaire de la méiose qu'on le nomme le corpuscule, une corpuscule polaire. Donc la fusion du corpuscule polaire avec l'ovule va contribuer à des femelles diploïdes quasi-clones. Pour le deuxième mécanisme, l'apomixie, qui est un mécanisme très rare, généralement, il n'y a pas de méiose. Et ce mécanisme contribue à des clones parfaits. C'est-à-dire il y a une ressemblance entre parents et descendants qui est très forte. Une ressemblance de 100% du point de vue génétique. Donc ici on a un tableau qui explique bien ou bien qui illustre bien les différents mécanismes ou bien les différents modes et types de la parthénogenèse. Donc comme je viens de citer, on a dit que l'arénotokie, c'est un œuf ou bien un ovule non fécondé. Il va
qui provient de la méiose et va se développer spontanément à une fourmi mâle. Mais ça peut engendrer une faible diversité génétique parce que les ovules vont pas subir de phénomènes de recombinaison. Parce que les phénomènes de recombinaison, généralement, nécessitent la fécondation. Et qui dit une faible diversité génétique, dit un fort gradient d'homozygosie. Pour l'automixie et l'apomixie, qui sont des mécanismes générateurs des femelles et des fourmis femelles diploïdes, et qui sont des sous-mécanismes ou bien des types de la télitokie. L'automixie, c'est dû à la fusion des produits de la méiose. On distingue deux types de produits, les produits primaires qui sont des ovules et les produits secondaires qui sont des globules polaires ou bien des corpuscules polaires. La fécondation va donner des femelles, généralement des reines ou des ouvrières, qui possèdent une diversité génétique limitée ou bien moyenne. Pour le deuxième mécanisme ou bien type de télitokie, c'est l'apomixie. Donc ici on a la génération des clans parfaits. C'est un phénomène très rare et qui implique une mitose modifiée. Donc il y a le phénomène de la mitose et on sait que la mitose chez les diploïdes, il conserve la diploïdie. Donc c'est une mitose diploïdie qui va donner des cellules filles qui vont se développer en embryon pour donner des fourmis femelles diploïdes. Du point de vue de diversité génétique, la diversité génétique, elle est nulle. Donc, on passe maintenant à la dernière slide. Donc ici, on va discuter les différents mécanismes épigénétiques qui influencent le comportement ou bien les interactions sociales des colonies. On distingue trois mécanismes épigénétiques influençant les interactions sociales des fourmis au niveau de leur colonie. Donc, le premier mécanisme, c'est la méthylation de l'ADN, c'est-à-dire c'est la fixation des groupements CH3 sur les régions codants de l'ADN qui sont des gènes. Et cette fixation peut entraîner soit l'activation, soit l'inhibition de certains gènes. Généralement, ça peut influencer sur la différenciation des fourmis en différents profils sociaux ou bien statut social, comme la différenciation en reine ou bien en ouvrière. Le deuxième mécanisme, c'est l'acétylisation des histones, c'est-à-dire ce sont des groupements acétyles qui vont changer ou bien altérer la structure de la chromatine, ce qui peut influencer l'activité de l'expression des gènes, surtout les gènes sociaux. Donc, le dernier mécanisme épigénétique, ce sont les ARN codants, surtout les micro-ARN, qui peuvent modifier l'expression post-transcriptionnelle, c'est-à-dire
ils peuvent modifier la traduction au niveau des ribosomes, ce qui peut influencer sur le développement et le comportement. L'influence de développement et de comportement est généralement liée à l'influence, généralement liée à la modification des gènes ou bien la modification des protéines, puisque les micro-ARN ciblent l'ARN messager pour donner des différents types de protéines. Et qui dit protéines dit enzyme. Donc, on va générer, à partir de cette modification épigénétique, on va générer plusieurs isoformes d'enzymes. Et on sait que chez les fourmis, les ferrohormones, ce sont des substances chimiques impliquées dans la communication et les différents rôles sociaux entre les fourmis. Et donc, cette modification génétique qui implique les micro-ARN peut générer une diversité au niveau des enzymes qui synthétisent les ferrohormones. Et par conséquent, on peut avoir une variabilité au niveau des ferrohormones synthétisés par exemple par les reines, ce qui peut induire, ce qui peut contrôler la reproduction, ou bien ça peut même toucher les enzymes qui synthétisent synthétisées par les ouvriers pour générer des ferrohormones qui contrôlent la spécificité des travails des individus d'une colonie. Et comme ça, on a terminé notre vidéo en ce qui concerne la génétique des fourmis, et j'espère que vous avez bien pu saisir ces notions. Et à la prochaine.